Salut à tous, c'est Schnabi, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est, l'Euro 2020/2021 est à nos portes. Là, ça commence maintenant. Enfin, après 3 ans sans vraie grosse compétition internationale, en tout cas pour nous, Européens. Et on va se prêter un peu au jeu des pronostics, même si évidemment, c'est le genre de vidéo qu'on va ressortir à la fin de la compétition. Pour se foutre de ma gueule, c'est un peu aussi le principe de la chose. Voilà. Alors je propose qu'on se prenne tous un petit café, et on y va. Avant toute chose, je précise que ce sont bien évidemment mes pronostics / intuitions, voilà, ça y est. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord, c'est normal, et heureusement, je vous invite à revenir en parler soit dans les commentaires, soit sur Twitch, le lien est dans la description. Je live très régulièrement, quasiment quotidiennement en ce moment. Ou sinon dans l'émission Des hauts et des bas que propose la Bourgogne Sport dont je fais partie. Voilà, pareil, venez sur Twitch, je vous redirigerai vers l'endroit approprié, c'est une fois par semaine et vous aurez la parole pour parler foot. Alors, les pronostics, on y va, on a ce magnifique outil que nous propose le site de l'UEFA avec le groupe A, avec la Suisse, la Turquie, le Pays de Galles et l'Italie. Alors, on va commencer par les derniers, parce que c'est souvent là où il y a le moins d'hésitation, entre guillemets. Là, pour le coup, je pense que le Pays de Galles terminera dernier du groupe. C'est un pays qui a 2-3 bons joueurs, 2-3 pépites en plus. Genre, je pense notamment à Gareth Bale, Aaron Ramsey, pour les très bons joueurs. Évidemment, on pense à Williams pour les pépites. Ils en ont encore 2-3, ils ont le petit de Manchester, ils ont 2-3 pépites, mais ça ne suffit pas, on l'a vu en amical contre les Bleus. Malheureusement, ça ne suffit pas pour gagner, en tout cas contre des équipes du calibre de l'Italie, etc. Ça peut peut-être arracher un match nul. On se rappelle notamment de la très bonne Euro qu'ils ont fait en 2016, où ils ont terminé demi-finalistes. Malheureusement, cette année, je les vois quand même un peu plus faibles, et ils sont surtout tombés dans un groupe. Malheureusement, les 3 autres adversaires sont d'un calibre un peu supérieur, à mon avis. Alors pour la 3e place, qui je rappelle peut être qualificative, pour moi, ça sera probablement la Suisse. La Suisse, c'est une équipe qui a toujours été assez cohérente, assez bonne, mais ils sont sur un espèce de déclin, entre guillemets. Voilà, Shaqiri commence à se faire vieux, Xhaka n'est plus ce qu'il était, et puis la nouvelle génération peine à valider les promesses qui avaient été placées en elle. Donc à mon avis, la Suisse va se faire accrocher par notamment cette Turquie que je vois terminer 2e. Là, une Turquie on l'a bien vu en amical contre les Bleus. C'est costaud, la Turquie, c'est costaud, ça joue pas très bien au football, c'est pas une nation qui va dominer une partie, mais c'est une nation qui a, je pense que c'est la nation européenne qui ressemble le plus à l'Uruguay, à l'Argentine, qui ont cette grinta. Je sais pas si vous voyez en fait cette grinta, cette rage de jouer qu'ont notamment les Uruguayens, et je pense que c'est la nation turque et la nation européenne qui s'en rapprochent le plus de cette mentalité-là, qui se rapproche aussi de ces nations sud-américaines en termes de pays de foot, parce que toute la Turquie vit au rythme de son équipe nationale, et puis au rythme de ses clubs. On l'a bien vu lorsque les clubs turcs viennent jouer en France, il y a une ferveur qui est presque inégalée en Europe, et je vois bien cette sélection turque arriver 2e du groupe, portée donc par cette fantastique ferveur nationale là-bas. Et évidemment, je pense que l'Italie terminera premier de son groupe. L'Italie, ça reste sur 27 matchs sans défaite. Bon, certes, c'était pas que des grands matchs, mais c'était quand même... Voilà, il y avait quand même les Pays-Bas dedans, il y avait... voilà, bref, c'est pas anodin non plus. C'est une équipe qui vit bien, c'est un groupe assez homogène. Et donc du coup, je vois bien cette Italie terminer première de son groupe, avec notamment 2-3 joueurs un peu au-dessus. Genre, on pense tout de suite à Verratti. On a cette charnière centrale, certes vieillissante, mais très expérimentée. On a des petites pépites à surveiller, je pense notamment à Nicolo Barella, que j'attends avec impatience.
Et surtout, c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui est très soudé, et on sait que, on l'a vu en 2018 avec la France, ce genre de choses, ça aide énormément pour une compétition, donc à mon avis, l'Italie sortira première de ce groupe. Pour le groupe B, Russie, Belgique, Danemark, Finlande, c'est le groupe du Nord, le groupe de la Scandinavie où la Belgique s'est invitée. Alors, malheureusement, et à mon grand désarroi, je pense que la Finlande terminera dernière du groupe, et ça me fait mal, parce que c'est une nation que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien en fait les petits poussets, et la Finlande, c'est sa première qualification à un tournoi majeur, et c'est une nation, voilà, c'est une belle histoire. Et je trouve que ce sera dommage qu'ils arrivent quatrième, mais malheureusement, c'est une équipe qui, à part Teemu Pukki devant, et éventuellement Radecki au gardien, il y a Glenn Kamara au milieu, et c'est à peu près tout. C'est une équipe qui malheureusement n'a pas beaucoup de grands joueurs, a une défense pas fiable du tout. Et autant je pense que contre le Belgique et le Danemark, il y aura pas match, autant la Russie peut-être accrocher cette fameuse Russie, donc que je vois terminer 3ème. Mais le problème de la Russie, c'est que voilà, on sait jamais trop. On sait jamais trop. Où les situer, c'est ce que ça joue tous, quasiment tout dans le championnat russe, donc on les voit peu jouer. Mais mais disons que entre deux équipes assez faibles que sont la Finlande et la Russie, que la Russie est quand même en fin de cycle avec des joueurs très âgés. Voilà, les Russes sont dopés, donc à mon avis ils termineront devant, voilà, parce que voilà, la Russie, on le sait, a été bannie de futures compétitions internationales pour cause des dopages. Voilà, donc à armes égales, la Russie étant dopée, je pense qu'ils termineront 3ème. 2ème, alors là, j'ai longtemps hésité, parce que pour moi, le Danemark peut faire chuter cette équipe de Belgique. On va quand même respecter, je pense, l'ordre Danemark-Belgique, mais à mon avis, le match Belgique-Danemark va être très intéressant à suivre. C'est la Belgique, on le sait, voilà, c'est les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Ils sont sur une génération dorée, malheureusement, à une fin de génération dorée. Hazard n'est jamais revenu à son niveau de 2018. Il y a certains joueurs qui sont partis. Certains joueurs qui n'ont plus leur niveau, dont on pense notamment à Axel Witsel, qui a subi une énorme blessure, qui n'est plus tout à fait au niveau, même si, voilà. Axel Witsel, c'était un peu le stabilisateur de cette équipe de Belgique qui joue dans un 3-5-2. Et sans son stabilisateur, la Belgique, je pense que va y avoir quelques dingueries. Il peut se passer quelques dingueries. C'est pas la solidité de la Belgique de 2018. Et le point faible de cette Belgique, c'est sa défense. C'est sa défense. Devant, il y a une armada. Voilà, il y a encore le frangin Hazard, Torgan. Il y a Lukaku. Il y a De Bruyne. Il y a, vous les connaissez tous, les joueurs belges, il n'y a pas de souci. Mais derrière, c'est très faible. C'est très faible. Et sans le stabilisateur qui était Witsel, en tout cas pas au niveau, et je pense que cette Belgique peut potentiellement se faire taper par le Danemark. Et un Danemark qui, justement, arrive assez confiant à cet Euro avec une équipe qui se tient. Ils ont tenu en échec l'Allemagne il n'y a pas longtemps, 1-1, même s'ils se sont fait dominer. Ils ont Christian Eriksen qui est à peu près en forme, Højbjerg, ils ont Schmeichel, ils ont pas mal de noms. Ils ont devant peut-être le point faible, Braithwaite Poulsen, un peu en dessous. Mais sinon, il y a des noms de bons joueurs à peu près partout. C'est une équipe, un groupe qui joue très bien. Et je pense, il y a un monde, j'ai quand même mis Belgique et ensuite Danemark, mais il y a un monde où le Danemark finit premier du groupe. Il y a un monde. Le groupe C, donc Autriche, Macédoine du Nord, Ukraine, Pays-Bas, un groupe assez faible, ce qui est notamment dû au fait qu'il me semble que l'Ukraine termine devant le Portugal en éliminatoire, ça fait que ce groupe paraît sur le papier assez faible. Bon, malheureusement, encore une fois, j'aime les belles histoires, mais la Macédoine du Nord devrait terminer dernier. Voilà, leur meilleur joueur à 37 ans, c'est Pandev, voilà. Ils ont un gardien qui joue à un niveau à peu près acceptable, le reste, c'est quand même assez moyen. Mais en tout cas, pour la belle histoire, j'aimerais qu'ils se qualifient, mais j'y crois pas du tout. C'est une nation très limitée. Mais disons que pour la Finlande comme pour la Macédoine du Nord, l'essentiel, c'est pas dans la performance, l'essentiel, c'est d'être là, tout simplement, et de commencer à écrire la page du football international
de leur sélection. Pour la troisième place, pour moi, ça sera l'Autriche. L'Autriche qui a encore une fois quelques noms, mais on est sur ces équipes qui ne sont pas très convaincantes, même quand elles jouent ensemble, même quand ces noms jouent ensemble. On pense à Alaba, on pense à voilà, il semble Sabitzer, ils ont 2-3 noms comme ça qui sont des joueurs très corrects, mais ça prend moyennement. C'est pas, je les vois en dessous des deux équipes les plus costauds du groupe que sont l'Ukraine et à mon avis les Pays-Bas. Donc à mon avis l'Autriche 3e. Et alors là, je sais que je vais me faire incendier, mais je vois les Pays-Bas arriver 2e du groupe et l'Ukraine 1re. Parce que cette équipe d'Ukraine est très très cohérente. En revanche, voilà, c'est l'inverse de l'Autriche. Pour moi, c'est une équipe qui a quelques noms, pareil, on pense, voilà, Yarmolenko, on pense, j'ai pas tous les noms en tête là maintenant tout de suite, mais il y a quelques noms, il y a Tsigankov, il y a 2-3 joueurs, et surtout il y a un sélectionneur que tout le monde respecte énormément, que tout le monde considère comme un bon sélectionneur, c'est Shevchenko. Et c'est une Ukraine qui fait des très bons résultats depuis quelques années, qui arrive à taper des grosses équipes, qui arrive à faire douter des grosses équipes, hein, la France, on est là. Et surtout, il y a 6 mois, 1 an, j'aurais dit, ok, les Pays-Bas sont devant, sauf que les Pays-Bas, pour moi, là, ils ont perdu. C'est eux qui ont le plus perdu, je pense, de cette période pré-Euro, avec notamment l'absence de le forfait de Virgil van Dijk, qui est dramatique. C'était le leader sur le terrain, c'était le leader dans les vestiaires, c'était le meilleur joueur, possiblement le meilleur défenseur d'Europe à l'heure actuelle. En tout cas, il fait partie du top 3. Et le perdre, c'est dramatique. C'est dramatique pour le vestiaire, c'est dramatique pour le terrain. Et donc ça, même si vous allez me dire De Vrij, De Ligt, c'est quand même très costaud, c'est quand même pas au niveau d'un Van Dijk. Et surtout, la plus grosse perte, enfin la deuxième plus grosse perte, c'est Silesen, le gardien, qui malheureusement a été covidé, si je me trompe pas. Et là par contre l'absence est dramatique, non pas par son niveau, parce que c'est un gardien correct, mais pas non plus exceptionnel, mais surtout parce que derrière il y a personne. Il n'y a littéralement personne. Stekelenburg, Krul ou le petit qu'ils ont ramené en remplaçant, aucun n'a réellement le niveau, ou en tout cas n'a encore le niveau international, soit trop vieux, soit trop jeune. Je pense que l'absence de Silesen va faire très très mal à cette équipe des Pays-Bas, et une équipe des Pays-Bas qui se repose un peu trop offensivement sur Memphis Depay. Il suffirait que cette équipe d'Ukraine arrive à museler Depay pour qu'il puisse s'imposer et prendre la tête du groupe. C'est mon pari, c'est peut-être un peu risqué, mais c'est mon pari. Je pense que cette équipe d'Ukraine peut passer devant les Pays-Bas, en tout cas dans les poules. Dans le groupe D, alors là, il y a des chocs très intéressants. Il est très intéressant, le groupe D. L'Écosse, l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque. Il n'y a pas d'équipe vraiment très faible. Il y a des équipes un peu plus faibles que d'autres, certainement, mais c'est pas non plus très très faible. Pour moi, je vois arriver dernier, malheureusement, cette Écosse qui jouera en partie à domicile. Quand même, c'est une nation qui peut jouer pas mal de matchs à domicile. Et qui malheureusement a un défaut, c'est que ses 2 meilleurs joueurs évoluent au même poste. C'est une nation qui a un petit réservoir de joueurs, et malheureusement les 2 joueurs qui sont à un niveau international, à savoir Kieran Tierney et Andrew Robertson, jouent latéral gauche tous les 2. Donc malheureusement, évidemment le sélectionneur improvise un peu, c'est-à-dire qu'il joue avec une défense à 5, avec Tierney et Robertson un peu, un en centrale, un à gauche, voilà, ça on s'adapte un peu. Il y a McTominay également qui est là-dedans, qui a un nom intéressant. On peut se noter Gilmour, qui va être très intéressant à suivre aussi, Gilmour, sur cet Euro. Mais voilà, globalement, c'est pas une nation qui déborde de talent, notamment offensif. Et dans un groupe assez homogène, je pense que cette Écosse, malheureusement, sera la nation qui tirera le moins son épingle du jeu. Ensuite, et alors là, j'ai très longtemps hésité. J'ai quand même mis la République tchèque 3e, mais vraiment, pour moi, c'est du même niveau que ici. J'ai très très longtemps hésité parce que la République tchèque est un groupe qui joue
très bien ensemble. Il n'y a pas d'énormes noms. C'est une nation qui est portée notamment par Soucek, je sais jamais comment ça se prononce, le box-to-box de West Ham, qui est un joueur que j'adore sur Football Manager, mais ça on s'en fout, qui est très intéressant, qui vraiment est le moteur de cette équipe, et surtout c'est un groupe qui, malgré le fait qu'il n'y ait pas de nom, joue très bien ensemble, et je les vois supérieurs à l'Écosse. Mais voilà, j'ai hésité à les mettre deuxième. Finalement, je pense que le manque de talent, encore une fois, le manque de talent offensif, comme pour l'Écosse, va leur jouer des tours. Et du coup, deuxième, je vois cette équipe de Croatie, donc le finaliste de la dernière Coupe du Monde. On connaît quand même cette Croatie avec voilà, les Modric. Ça. Le problème de cette Croatie, c'est qu'elle a perdu énormément depuis 2018. Il y a eu des cadres qui sont partis à la retraite, et surtout c'était une nation qui était, même en 2018, extrêmement vieillissante. Voilà, Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic, c'est que des noms qui arrivaient ou qui avaient déjà la trentaine. Alors imaginez 3 ans plus tard, entre ceux qui sont partis à la retraite et ceux qui jouent moins bien à cause de l'âge, voilà, c'est compliqué, et la nouvelle génération n'est pas encore à un niveau satisfaisant pour un tournoi international. Je pense qu'on n'a pas un Gvardiol. On peut penser à Livakovic, le gardien de but, qui a un joli avenir quand même. Il est plus jeune, mais il peut encore progresser. Voilà, cette équipe de Croatie a malheureusement perdu en niveau, et je la vois arriver que deuxième, voire peut-être même troisième de son groupe. Un groupe qui sera dominé logiquement par une Angleterre qui a une équipe sur le papier monstrueuse. Dites-vous bien, voilà, que cette équipe d'Angleterre, à part peut-être la défense centrale, Maguire, Stone, je sais pas qui vont aligner, mais à part la défense centrale et peut-être le poste de gardien, c'est une équipe qui est incroyable partout, avec une armada offensive pas possible. Voilà, on pense Harry Kane, évidemment, dans ce rôle de 9,5, voilà, qui distribue un peu, qui sait finir, qui a une finition de loin qui est hallucinante. Bref, on présente plus Harry Kane de toute façon. Harry Kane, Sterling, Jadon Sancho, il y a tellement de noms, il pourrait en citer encore plein d'autres. Ils ont un milieu de terrain qui est quand même assez cohérent également. Avec Henderson, voilà, c'est une équipe qui se tient, qui a une armada offensive, qui se tient au milieu, et qui a des latéraux. Alors par contre, le problème de l'Angleterre, c'est qu'ils ont 4 latéraux droits, 3 maintenant avec la blessure d'Alexander Arnold, mais voilà, ils ont comment il s'appelle le petit, ils ont Trippier de l'Atlético Madrid, ils ont Reece James. Ils ont également... J'ai perdu son nom là maintenant. Kyle Walker, voilà, qui va probablement être titulaire d'ailleurs. Mais voilà, c'est une anomalie cette équipe d'Angleterre, parce que c'est un poste normalement qui dans le football mondial est très démuni, et eux ils en sont extrêmement riches, ils en ont trop. Ils ont Chilwell à gauche également. Donc moi, à part cette charnière centrale et le poste de gardien, cette équipe d'Angleterre elle fait très peur. Je pense que ça suffira largement pour finir en tête du groupe en tout cas. Le groupe E, donc logiquement, ce sera cette équipe de Slovaquie qui terminera dernière. La Slovaquie, malheureusement, se reposait en tout cas sur un grand joueur qui était Marek Hamšík, j'en sais rien. Qui malheureusement a flingué sa fin de carrière en partant en Chine, et puis ça s'est très mal passé. Il est revenu très tardivement en Europe, en Suède, à Göteborg, mais malheureusement c'est un peu tard, et je pense que Hamšík ne sera pas à son meilleur niveau, et sans Hamšík, la Slovaquie, il y a quand même très peu de monde, très peu de noms, et c'est une nation qui est dans le doute, il n'y a pas vraiment de système prédéfini, Ça sent vraiment les fessées à répétition pour cette équipe de Slovaquie, malheureusement. Troisième, pour moi, ça sera la Suède. La Suède qui sera privée... avec Ibrahimovic, j'aurais peut-être dit il y a une chance. Sans Ibrahimovic et Kulusevski qui est blessé. La Suède, voilà, tout repose un peu offensivement sur Isaac.
C'est... Ouais, Forsberg à gauche, c'est un peu limite. C'est un peu limite pour terminer deuxième de son groupe, sachant qu'en face, il y a quand même 2 nations intéressantes. Je pense que la Suède, malheureusement, souffre trop des absences et de base n'est pas non plus une nation top niveau. Voilà, donc c'est... Avec les absents, j'aurais peut-être dit ici, vu le nombre d'absents, 3ème, je pense que ça serait une très bonne place pour la Suède. Et 2ème, je vois bien cette Pologne qui est malheureusement toujours le même problème, c'est sa défense. Sa défense. Ils ont un gardien de niveau international avec Chesney, ils ont un attaquant de level plus qu'international, c'est Lewandowski. J'en attends énormément de Lewandowski sur ce tournoi, c'est probablement son dernier tournoi majeur à très haut niveau. L'homme à qui le football doit 2 ballons d'or, qui aurait pu, si on n'avait pas les monstres que sont Messi et Ronaldo, rentrer dans la légende encore plus, en tout cas du football. Vu ses stats, honnêtement, il aurait pu être... Dans 20 ans, je pense qu'on en parlera encore. Malheureusement, avec les 2 monstres qu'on a eus, ses stats sont un peu banalisés, et je trouve ça dommage, parce que pour moi, il mérite bien plus de reconnaissance qu'il n'en a, même s'il en a déjà pas mal. Bref, Lewandowski, j'entends beaucoup. Ils ont Mateusz Klich de Leeds, qui est intéressant au milieu de terrain. Ils ont 2-3 noms, de toute façon. Pareil, la Pologne, ça a 2-3 noms. Malheureusement, cette défense très, très faible. Et ça va leur jouer beaucoup de tours, notamment face à cette équipe d'Espagne qui, à mon avis, terminera première du groupe, malgré le fait que ce soit l'équipe d'Espagne la plus faible qu'on ait vue depuis facile 20 ans, je pense. Je pense que ça suffira pour terminer premier du groupe. On verra ensuite par la suite, mais à mon avis, cette équipe d'Espagne, avec quelques noms, avec les Ferran Torres, dont j'attends énormément sur ce tournoi, et malgré les absences de Busquets et d'autres... pour cause de Covid, je pense que le réservoir qu'elle a suffira à battre la Pologne et la Suède, en tout cas en phase de groupe. On arrive voilà, au vif du sujet, le groupe F, le groupe de la mort, le Portugal, la France, l'Allemagne et la Hongrie. Bon, voilà, c'est bon, on aime... Voilà, la Hongrie, malheureusement, même si on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie. Hein. Je dis pas que la Hongrie va forcément se faire claquer à tous les matchs, il y a de fortes chances, mais on n'est jamais à l'abri, mais cette équipe de Hongrie, malheureusement, semble un peu faible. Il y a juste 1 ou 2 joueurs qui tirent un peu leur épingle du jeu. Son meilleur joueur offensif n'est pas là, Dominik Szoboszlai ne sera pas là. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour la Hongrie. Alors, 3ème, je mets l'Allemagne. Pour moi, l'Allemagne terminera 3ème de son groupe. Pourquoi ? Parce que cette équipe allemande reste sur des résultats incroyablement faibles sur les quelques derniers mois. On pense notamment à la gifle infligée par l'Espagne. On pense notamment à la défaite contre la Macédoine du Nord 2-1. Les amicaux, le 1-1 a été décevant contre le Danemark, mine de rien. Et surtout, la raison principale, c'est que l'Allemagne débute dans son nouveau système, entre guillemets, qu'elle a utilisé contre la Lettonie seulement. Ça s'est très bien passé, mais malheureusement c'est un système qu'elle n'a pas pu beaucoup tester, et je pense que contre la Lettonie ça passe, contre la France, peut-être que ça passera moins bien, même si je trouve que leur nouveau système à 5 défenseurs est très très bien pour contourner le système axial des Bleus, mais ça on en reparlera. Pour moi, l'Allemagne quand même n'a pas les armes pour aller... Enfin, il est encore un peu faible, c'est encore un peu neuf ce renouveau allemand. À mon avis, ça terminera 3ème du groupe. Au niveau de la 2ème place, et là, très très compliqué. On va dire quand même, au niveau du chauvinisme, on va parier France premier. Alors, j'essaye d'être assez objectif, mine de rien, mais je me base sur le dernier résultat. Le Portugal, la dernière fois que le Portugal a gagné la France, c'était en 2016. La France et le Portugal se sont affrontés depuis, la France a gagné. Cette France est meilleure qu'en 2016, clairement. Le Portugal aussi. Ça va jouer à très peu de choses. Je pense que là, il n'y a pas tellement d'arguments vraiment rationnels, si ce n'est que le match va se jouer sur rien, quoi, vraiment rien. Pour moi, je vois la France légèrement au-dessus,
Mais le Portugal est pour moi peut-être la deuxième meilleure équipe du tournoi. Alors il faut qualifier les 4 meilleurs troisièmes. Pour moi, l'Allemagne va grappiller les 3 points contre la Hongrie. Donc ça suffira. Et possiblement un match nul contre une des deux autres. Et avec eux, je vais mettre la Russie, l'Autriche et la Suède. Pourquoi ces 3-là? Parce que c'est, je pense, les 3 qui ont le 4e de groupe le plus faible. Et ces 3 équipes, à mon avis, le 3e de ce groupe-là grappillera quand même des points sur ces équipes-là. À mon avis, ça va jouer. Par exemple, la Suisse est totalement capable de finir 3e du groupe, mais en faisant match nul contre le Pays de Galles et la Turquie, ou bref, ce genre de choses. Et pareil pour la République tchèque. Pour moi, ça sera ces 3e-là. Donc, on arrive sur le knockout stage, les phases à élimination directe. On arrive avec un Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, France, Russie, Croatie, Pologne, Espagne, Autriche, Angleterre, Portugal, Ukraine, Suède et Turquie, Danemark. Alors, si mes paris se réalisent, il y aurait beaucoup de casse en 16e de finale. Belgique, Allemagne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 nations qui sont moins fortes que ce qu'on a connu dans ces dernières années. La Belgique est vraiment moins forte qu'en 2018. L'Allemagne se cherche énormément. Après, j'avoue que pour moi, la défense de la Belgique et l'absence de Witsel font qu'à mon avis, contre l'Allemagne, ils peuvent facilement en encaisser quelques-uns. Je vais parier Allemagne. Sans grande conviction, la Belgique peut totalement passer. Vraiment, là, c'est encore une fois, ça se joue à très peu de choses. Mon ressenti fait que, pour moi, la stabilité de la Belgique n'est pas assurée. Et je pense que l'Allemagne peut tirer son épingle du jeu. Même une Allemagne blessée peut tirer son épingle du jeu. Italie, Pays-Bas. Pour moi, les Pays-Bas sont vraiment trop affaiblis pour vraiment aller plus loin. L'Italie, au contraire, arrive plus forte que jamais. Et pour moi, l'Italie passera complètement contre cette équipe des Pays-Bas. France-Russie, comme je l'avais dit, j'ai pas beaucoup d'estime pour cette équipe de Russie. La France, pour moi, passera facilement si c'est le scénario. Croatie-Pologne, c'est un match compliqué. C'est un match compliqué parce que cette équipe de Pologne, encore une fois, défensivement, est assez moyenne. La Croatie est vieillissante. Non, on va quand même parier Croatie, mais vraiment sans grande conviction, pour le coup. Espagne-Autriche, je pense que l'Espagne, même affaiblie, passe l'Autriche facilement. Angleterre-Portugal, alors là, ça serait un duel de potentiels finalistes, hein, parce que sur le papier, pour moi, derrière la France, l'Angleterre et le Portugal sont les 2 équipes qui constituent le top 3. Donc, perdre un des 2 là, ce serait dramatique. Angleterre, Portugal. En fait, pour moi, ce qui me dérange, c'est que le Portugal est assez solide en ce moment. L'Angleterre, au contraire, se cherche toujours. En tout cas, se cherche toujours une cohérence offensive, une stabilité, mine de rien, parce que c'est facile d'aligner les grands noms. Si derrière, t'as pas de stabilité, c'est dommage. Et surtout, le sélectionneur Southgate n'est vraiment pas un bon sélectionneur. Tactiquement, il est pas bon. Malheureusement, c'est tout le paradoxe de cette fédération anglaise qui veut absolument un sélectionneur anglais et le problème c'est que les entraîneurs anglais en ce moment sont pas bons, clairement. Voilà. À part peut-être Gérard de Rangers. Mais c'est à peu près tout. Donc pour moi, je vois cette équipe de Portugal passer, notamment grâce à l'armada du Portugal et surtout la faiblesse du sélectionneur anglais qui n'arriverait pas à trouver cette stabilité défensive. Ukraine-Suède, pour moi, l'Ukraine c'est vraiment une moyenne nation très solide. Pour moi, l'Ukraine, ça passe et ça peut créer la surprise. Ça passerait contre la Suède. Turquie-Danemark, c'est compliqué parce que la Turquie, c'est toujours une nation compliquée à juger parce que quand ça se joue à la Grinta, tout peut se passer dans un match. Tout peut se passer dans un match qui se joue à la Grinta. Je vois le Danemark très solide, arriver avec beaucoup de confiance. Je vois une courte victoire du Danemark, genre vraiment très très courte. Et on arrivera avec des quarts de finale Allemagne-Italie, France-Croatie, coucou, le remake, Espagne-Portugal, Ukraine-Danemark, Allemagne-Italie, pour moi c'est un chassé-croisé. C'est un chassé-croisé, c'est une Allemagne qui est sur la pente descendante depuis qu'elle a gagné la Coupe du Monde, une Italie
qui est descendu au plus bas avec sa non-qualification et qui est en train de remonter très fortement. On est à un chassé-croisé et pour moi, je vois la dynamique actuelle jouer en faveur de l'Italie. Je vois une Italie très remontée, très revancharde de cette non-Coupe du Monde 2018, passer face à une Allemagne malheureusement qui a des failles notamment en défense. Et même avec son système à 5 défenseurs, j'ai du mal à voir l'Allemagne s'imposer contre l'Italie, à l'heure actuelle en tout cas. Non, pour le coup, j'ai très peu d'hésitation. France-Croatie, la Croatie c'est pas la même que 2018, et on l'avait déjà battu facilement, avec des grosses guillemets, en tout cas sur un score assez large. Ils ont des faiblesses, ils en ont encore plus maintenant. La France devrait passer. Espagne-Portugal, et c'est là que, en vrai c'est pareil, c'est un match qui peut se jouer sur pas grand chose. On a eu un amical Espagne-Portugal d'ailleurs il y a très peu de jours, bon, pour moi c'est pas forcément non plus représentatif à 100%. Le Portugal me fait très peur sur cet Euro parce que ils ont une équipe qui n'a pas de faiblesse. C'est une équipe qui n'a pas de faiblesse. Le gardien Rui Patricio sort toujours des grands tournois, fait une Coupe du Monde et un Euro qui sortent des grands tournois. La charnière centrale, Ruben Dias, c'est actuellement un des meilleurs défenseurs de PL. Pepe, il sort pareil, il a 38 ans, à voir. C'est peut-être l'énigme à voir ce que Pepe peut faire à 38 ans, mais c'est quand même ça reste quand même un des grands défenseurs, sans trop de ce tournoi. À gauche, ils ont peut-être la meilleure paire de latéraux avec possiblement l'Allemagne s'ils mettent Kimmich sur le côté. Pour moi, il y a 3 équipes qui ont des latéraux vraiment très cohérents des deux côtés. C'est Angleterre, Allemagne, Portugal. L'Allemagne avec Gosens, Kimmich, le Portugal avec Guerreiro, Cancelo, et l'Angleterre avec Chilwell et n'importe lequel des latéraux droits. Ensuite, au milieu, ils ont Daniel Pereira, Renato Sanchez, Bruno Fernandes. Devant, t'as Ronaldo, t'as Diego Jota, t'as Bernardo Silva, t'as Joao Félix, pardon. T'en as plein, t'as une armada, t'as André Silva qui vient de claquer une saison à 28 buts, enfin bref. T'as une armada. À côté l'Espagne, c'est très faible. Enfin, c'est très faible par rapport à l'Espagne qu'on a connue dans les années 2010. Devant, il y a un Morata qui n'a jamais été un attaquant de classe mondiale, jamais, j'insiste. Il est beaucoup trop maladroit. Ferran Torres est peut-être le seul offensif que j'estime à peu près au niveau. Et encore, il est très jeune. Al Olmo, c'est un peu trop. L'absence de Busquets fait mal. Derrière, ils ont été obligés de prendre le numéro 5 ou 6 de la France, Laporte. Bref, pour moi, l'Espagne s'inclinera face au Portugal. Ukraine-Danemark, alors pour moi, c'est le duel des outsiders. À l'instinct, je vois bien cette équipe d'Ukraine faire une surprise. Voilà, je vois bien cette équipe d'Ukraine faire une surprise. Me demandez pas forcément d'expliquer pourquoi, mais je trouve que, voilà, quand t'as un sélectionneur cohérent, des joueurs qui donnent tout, et quelques petits talents, tu peux faire des dingueries. Et je vois l'Ukraine possiblement faire une dinguerie contre le Danemark. Et ça nous donnerait des demi-finales Italie-France et Portugal-Ukraine. Là, ça va être compliqué parce que je suis pas objectif. Ça va être très compliqué. Je suis pas objectif sur la France. Et surtout, cette France, on est encore dans l'inconnu. Mine de rien, les amicaux n'ont pas répondu à nos questions. On est encore dans l'inconnu de est-ce que l'animation Benzema, est-ce que ça a marché? Est-ce que derrière, ça va être aussi efficace qu'en 2018? Est-ce que... voilà, il y a beaucoup de questions sans réponse. Est-ce que le nouveau système fonctionnera? Sur le papier, on a quand même la meilleure équipe du tournoi, donc je vais quand même mettre France. Mais pour moi, là, si on arrive à un France-Italie, on est quasiment sur du 50-50. On arrive sur du 55-45 en faveur de la France. C'est vraiment... L'équipe d'Italie est vraiment costaud. Mais il y a peut-être 2-3 interrogations aussi dans l'équipe d'Italie au niveau du niveau, par exemple, d'un Immobilier qui n'a pas fait la saison de sa vie. Notamment la finition de cette équipe d'Italie qui peut empêcher d'arriver à un top niveau. Et surtout le gardien, Donnarumma, qui n'a jamais évolué à un niveau international, à un niveau mondial. Il n'a jamais disputé la Ligue des Champions avec une très grande équipe. Il n'a jamais disputé de grandes compétitions en tant que titulaire. Donc Donnarumma, Immobilier, les deux extrémités de l'équipe. Kezako, c'est des joueurs dont on connaît le nom, qui ont fait des bonnes saisons. Mais en demi-finale d'un Euro, qu'est-ce que ça donne? J'en sais rien. C'est pour ça que
je vais mettre la France, mais vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Et là, bon, malheureusement, voilà, si le Portugal élimine l'Espagne et l'Angleterre, je pense que l'Ukraine se battra vaillamment, mais ne passera pas. On va dire Portugal, qui est donc France et Portugal. Et voilà, et on arrive logiquement, avec mes biais, à les deux équipes que je considère comme les deux plus costauds du tournoi, malheureusement tombent ensemble dans le groupe. Là, en vrai, une finale, ça se joue toujours à 50-50 quasiment. Donc voilà, là, pour le coup, chacun fera son opinion. Je vais forcément parier sur une revanche de 2016, mais c'est parce que je suis français. Voilà, c'est impossible de prédire une finale à un tel niveau entre deux équipes qui sont vraiment équivalentes. Donc on va juste jouer sur la ferveur nationale, et on va sur la fibre nationale, et on va parier à la France. Voilà mes prédictions. Donc on aurait du coup la France vainqueur, avec le Portugal qui sont pour moi les deux plus grosses équipes de l'Euro, l'Italie comme bonne surprise, parce qu'on ne l'attendait peut-être pas aussi haut, l'Ukraine comme énorme surprise. Voilà, selon mes paris, ce serait ça. Comme de grosses déceptions, on aurait du coup l'Angleterre, mais dû à un hasard du calendrier. Et c'est également la Belgique, que je vois soit pas passer là, soit s'arrêter ici. Et voilà, les Pays-Bas, bon, logiquement, avec leurs absences, c'est normal. Donc voilà, pour moi, le bilan de ce tournoi, ce serait surprise Italie-Ukraine, déception Belgique ou Allemagne, et Angleterre. On verra ce qu'il en est. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre vainqueur, vos surprises, vos possibles déceptions dans les commentaires, ou venir en parler avec moi sur Twitch. On sera en live quasiment tous les jours pendant l'Euro pour débriefer des matchs, en jouant à Football Manager en même temps. Donc n'hésitez pas à passer. Et en attendant, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis bonne Euro. Ciao.